Déclaration du général de Gaulle du 27 août 1946, au moment où la seconde Assemblée nationale constituante entreprend la discussion du projet de constitution. La France sort d'un drame où elle a failli périr. Elle est aujourd'hui renaissante, mais affaiblie, au milieu d'un monde dur et divisé. Notre régime politique antérieur s'est effondré dans une épreuve qu'il n'avait pu ni prévenir, ni préparer, ni maîtriser. Rien n'est plus nécessaire pour notre pays que d'organiser l'État de telle manière qu'il dispose, dans sa structure, d'assez de force, dans son fonctionnement, d'assez d'efficience, dans ses hommes, assez de crédit, pour diriger la nation et assurer son salut, quoi qu'il puisse arriver. Tel devrait être l'objet de la Constitution de la 4e République. En l'affirmant, j'exprime l'opinion et le sentiment d'un Français que les événements ont mis à même, dans les circonstances les plus graves, de mesurer les conditions du salut et de la conduite de l'État, et qui ne brigue aucun mandat, aucune fonction et aucun poste. Or, le projet de constitution, qui est actuellement soumis aux délibérations de l'Assemblée nationale constituante, ne répond pas, tel qu'il est, aux conditions qui s'imposent. Il en est ainsi, notamment, de certaines dispositions essentielles concernant l'Union française, le Conseil des ministres, le Parlement, le Président de la République. Unie au territoire d'outre-mer, qu'elle a ouvert à la civilisation, la France est une grande puissance. Sans ces territoires, elle risquerait de ne l'être plus. Tout nous commande d'organiser sur un plan nouveau, mais précis, les rapports entre la métropole et les peuples de toutes races qui sont liés à son destin. Sur ce point capital, le projet de constitution se borne à affirmer le principe de la libre disposition, lequel, dans l'état actuel du développement des territoires d'outre-mer, et étant donné la concurrence des autres grandes puissances, ne pourrait mener les populations qu'à l'agitation, à la dislocation et finalement à la domination étrangère. En outre, le projet ne précise rien qui soit constructif, et cette déficience est grave. La Constitution devrait, au contraire, affirmer et imposer la solidarité avec la France de tous les territoires d'outre-mer. Elle devrait, en particulier, placer hors de question la responsabilité prééminente et, par conséquent, les droits de la France en ce qui concerne la politique étrangère de toute l'Union française, la défense de tous ces territoires, les communications communes, les mesures économiques intéressant l'ensemble. Cela posé, il faudrait reconnaître que chaque entité territoriale et nationale réelle doit être organisée de manière à se développer suivant son caractère propre, soit qu'elle constitue déjà un État lié à la France par un traité, soit qu'elle devienne un territoire jouissant d'une autonomie proportionnée à son développement, soit qu'elle soit incorporée à la République française. Enfin, il devrait être créé des institutions de caractère fédéral, communes à la métropole et au territoire d'outre-mer, président de l'Union française, Conseil de l'Union française, ministres affectés aux activités fédérales. Sans doute, la Constitution ne saurait-elle régler elle-même, en détail et directement, la situation de chaque territoire, ni l'organisation du pouvoir fédéral. Mais elle devrait qualifier l'organisme qui aurait, dans un délai fixé, à mettre sur pied les projets de loi d'organisation nécessaires. Cet organisme serait tout naturellement un Conseil de l'Union française, constitué par le Conseil de la République, s'adjoignant des délégués élus par les assemblées locales d'outre-mer, sauf, bien entendu, pour ce qui concerne les États déjà liés à la France par un traité.
Rien n'est plus nécessaire et rien n'est plus difficile à un État moderne que d'être gouverné, c'est-à-dire clairement et fermement dirigé dans son action intérieure et extérieure, et administré avec méthode d'après cette seule direction. La Constitution devrait donc, avant tout, ménager au gouvernement le maximum d'indépendance et de cohésion, faute desquelles il ne serait rien qu'un organisme sans crédit et divisé contre lui-même. Or, le projet ne satisfait pas à ces nécessités essentielles. Il faut remarquer, tout d'abord, que le texte du projet ne contient même pas les mots de gouvernement ou de pouvoir exécutif. Il n'y est question que de conseil des ministres ou de cabinet. Cependant, c'est la notion de gouverner, avec ce qu'elle implique de capacité d'action, et non pas seulement de délibération, qu'il importe, au contraire, de mettre en valeur jusque dans les termes. Le mode de formation du Conseil des ministres, tel que le prévoit le projet, s'oppose à l'indépendance du gouvernement. En effet, le président du Conseil, théoriquement choisi par le président de la République, ne peut former le Conseil des ministres que s'il reçoit personnellement l'investiture de l'Assemblée. Dans ces conditions, le choix par le président de la République ne peut être qu'une clause de style, à moins que le chef de l'État veuille courir le risque outrageant d'être démenti par l'Assemblée nationale. En fait, c'est de l'Assemblée que procédera le président du Conseil. On revient donc, par un détour, au gouvernement d'Assemblée. Quant à la cohésion du gouvernement, le projet lui porte un coup dangereux, en disposant que, si les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de leur politique générale, ils le sont individuellement devant l'Assemblée de leurs actes personnels. Une telle clause est de nature à ébranler la solidarité des ministres. Or, la politique du gouvernement, quel que soit le domaine où elle s'exerce, est un tout, par principe d'abord, mais aussi par la force des choses qui rend interdépendante l'action des divers départements ministériels. De cette politique, tous les ministres doivent être ensemble responsables. C'est à leur collège lui-même et, pratiquement, au président du Conseil qu'il appartient d'orienter, de contrôler, de rectifier l'action de chacun, pour la placer et la maintenir dans la direction commune. Faute de quoi, il risquerait d'y avoir autant de gouvernements qu'il y aurait de ministres ou de groupes de ministres. La Constitution devrait, au contraire, imposer la cohésion et spécifier que, si le gouvernement est collectivement responsable de ses actes devant l'Assemblée nationale, chaque ministre n'est responsable individuellement que devant le Conseil des ministres. D'autre part, la possibilité de révocation d'un ministre, par décret pris en Conseil, devrait être formellement prévue. Cette méconnaissance de la cohésion nécessaire du gouvernement apparaît d'autre part dans les dispositions prévues par le projet pour la formation du Conseil des ministres en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. En effet, dans cette hypothèse, le président du Conseil doit être obligatoirement le président de l'Assemblée nationale dissoute. Observons ce cas d'arbitraire, une telle désignation qui pourrait, éventuellement, se heurter à une impossibilité, fût-elle d'ordre physique, auquel cas il n'y aurait aucun moyen de former un gouvernement quelconque. Mais le projet impose, en outre, au président du Conseil l'obligation de former le gouvernement à la proportionnelle, entre guillemets, en y faisant entrer des hommes de toutes les tendances, c'est-à-dire opposés entre eux. Si l'on considère que cet étonnant assemblage devrait être au surplus réalisé en pleine crise politique, on voit que la collaboration des membres du cabinet serait proprement inconcevable. Il n'y aurait donc plus à la tête du pays, et pour au moins 6 semaines, de gouvernement digne de ce nom. Il faut remarquer, enfin, que le projet de constitution implique nécessairement la présence de l'Assemblée nationale pour que puisse être, dans n'importe quelle circonstance, constitué un gouvernement.
Cependant, est-il certain qu'il sera toujours possible de réunir l'Assemblée nationale ? Les événements dont nous sortons ne sont pas pour nous en assurer. Il pourrait alors se produire un jour, en pleine épreuve nationale, un cas de force majeure, où la formation d'un gouvernement serait constitutionnellement impossible et où il ne pourrait plus exister de gouvernement légitime de la France. On voit à quelles conséquences pourrait mener une pareille rigidité. En vérité, c'est du président de la République que devrait, en toutes circonstances, procéder le gouvernement. Le projet de constitution, qui prévoit la création d'un Conseil de la République, réserve dans tous les cas la décision à l'Assemblée nationale. Une pareille disposition est trop absolue, tout au moins dans 3 domaines: l'initiative des dépenses, le régime électoral, le droit de mettre en accusation le président de la République et les ministres. Il est à prévoir en effet que le droit, pour l'Assemblée élue au suffrage direct, d'ouvrir des dépenses elle-même et sans recours, risque de rendre aléatoire toute espèce d'édifice budgétaire par suite de l'inévitable concurrence électorale des partis. C'est d'ailleurs pour cette raison que la loi constitutionnelle du 21 octobre 1945 n'attribue pas à l'Assemblée nationale constituante l'initiative des dépenses. Il serait donc nécessaire soit que la Constitution reproduise la même disposition, soit qu'elle rende obligatoire, en cas d'initiative de l'Assemblée nationale, un vote conforme du Conseil de la République. D'autre part, il serait abusif que l'Assemblée nationale puisse décider seule de la façon dont ses propres membres seraient élus. Du moment que l'obligation du référendum existe en matière constitutionnelle, il faudrait qu'elle existât également pour ce qui est du régime électoral, tant ce régime influe profondément sur le fonctionnement des pouvoirs publics. Enfin, on ne peut admettre qu'il suffise d'un simple vote de l'Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres pour mettre en accusation un ministre ou le président de la République, et les faire juger par une haute cour, elle-même élue par cette seule Assemblée. On comprend à quels abus pourraient, éventuellement, conduire de semblables dispositions qui sont pourtant celles du projet. Il faudrait, tout au moins, que la mise en accusation ne puisse être effectuée par l'Assemblée nationale qu'après un vote conforme du Conseil de la République, sauf dans le cas où cette mesure serait demandée par le gouvernement. Encore conviendrait-il que le Conseil de la République participât à l'élection des membres de la haute cour. Il y a quelque chose d'étrange dans le fait que le projet ne fixe au chef de l'État que des attributions pratiquement inopérantes, tout en faisant théoriquement de lui le représentant des intérêts permanents de l'Union française et l'arbitre au-dessus des partis. En effet, le projet de constitution n'attribue au président de la République ni la qualité d'être réellement la source d'où procède le gouvernement, ni la possibilité de décider la dissolution de l'Assemblée nationale, alors que la dissolution, cependant, devrait revêtir un caractère d'impartialité politique. Il ne lui donne aucune capacité, dans aucune matière, même dans celle où des clauses de style paraissent la lui conférer. Signature des décrets pris en Conseil des ministres, nomination de certains fonctionnaires, disposition de la force armée, recours au comité constitutionnel, droit de grâce. Puisque aucun de ces actes ne vaut qu'en vertu du contreseing du président du Conseil et d'un ministre, et que ceci ne procède en fait pas de lui, par opposition à ce qui est dans tout régime parlementaire. Le projet exclut, en outre, le président de la République de la signature de tous les autres décrets, ce qui est sans précédent. Enfin, le président de la République, exception unique parmi tous les citoyens, ne peut communiquer avec le peuple qu'au moyen de messages adressés à l'Assemblée nationale et à la condition que le président de l'Assemblée et le président du Conseil soient consentants. En refusant au chef de l'État les moyens d'assurer le fonctionnement régulier des institutions,
de faire en sorte que le pays soit toujours effectivement gouverné, de faire valoir les intérêts permanents de la France, de servir de lien vivant entre la métropole et les territoires d'outre-mer, d'être, par conséquent, quoi qu'il puisse arriver, le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et des traités signés par la France, on risque de pousser l'État dans une confusion des pouvoirs et des responsabilités, pire encore que celle qui a mené le régime antérieur au désastre et à l'abdication. Au total, le projet de constitution, s'il ne devait pas être profondément amendé, ne correspondrait, ni dans son esprit, ni dans beaucoup de ses dispositions, aux nécessités nationales, telles qu'elles ressortent des événements que notre pays vient de vivre, des conditions difficiles du présent et des menaces de l'avenir.